Bassek fils, bonjour et bienvenue sur Dream. Merci, bonjour de m'avoir invité sur Dream. C'est un plaisir. Il est partagé. Vous savez, ça fait longtemps que je sors par la télé, donc quand on m'invite comme ça me plaît quand même. Je comprends que je ne suis pas encore mort parce que je me croyais déjà mort. Non, rassurez-vous, vous ne l'êtes pas. D'accord. Donc, êtes-vous, je vais commencer par une question que beaucoup se posent certainement lorsqu'on évoque votre nom. Je vais répondre aussi immédiatement. Êtes-vous le fils ou le frère d'un autre Bassek bien connu dans l'univers du cinéma camerounais? Pas du tout, j'ai même donné une conférence de presse à propos. C'est vrai que nous avons aujourd'hui le même nom, Bassek, et ajouté à mon nom, il y a un fils, ce qui fait que tout le monde fait déjà le rapprochement avec le célèbre cinéaste. Nous avons la même origine départementale, parce que je pense qu'il est de Ndom et que moi je suis de Ngambé. Bien, il est dans le cinéma, je suis dans le théâtre, c'est vrai qu'il a commencé par le théâtre. Donc de toutes les manières, je suis son fils d'une manière ou d'une autre, mais biologiquement, génétiquement, non. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu la chance de nous rencontrer comme ça. Oui. Eh bien... Et justement, je dis toujours aux gens de me juger et de me définir par rapport à moi, pas par rapport à lui. Tout à fait. Parce que je n'aime surtout pas cette relation-là. Je vais dire cette comparaison. On se définit par rapport au travail qu'on fait et à soi. Eh bien, vous avez commencé par le théâtre. Oui. Avant de vous retrouver dans le spectacle comique. Comment vous avez fait pour le savoir déjà? Ah, eh bien, je fais mon métier. Parce qu'il y a très peu qui ignorent que j'ai commencé par le théâtre d'abord. Oui. Oui. J'ai commencé par le théâtre, ensuite je me suis retrouvé maintenant dans un volet du théâtre qui est l'humour. Oui, tout à fait. La question en fait est de savoir comment s'est faite cette transition. Oh, comme disait quelqu'un, c'est l'écoute et l'observation. Parce qu'au départ, vous pouvez naturellement faire rire des gens et ne pas être un bon humoriste sur la scène. Oui. Donc il a fallu que je regarde à côté de moi, voir l'humoriste qui pourrait m'inspirer, comme on dit toujours. Parce que déjà, il y a, je pense bien, c'est Boileau qui parlait de la règle du respect des anciens dans le domaine du théâtre. Il dit qu'il faut voir ce que les anciens ont fait. Et j'ai commencé à fouiller dans le vaste répertoire de l'humour camerounais, voir qui pouvait m'inspirer à l'époque. Et il y a un monsieur qui m'a inspiré, on l'appelle Issindi Mindiapi à son nom, qui m'a d'ailleurs tenu par la main. Malheureusement, il est mort au moment où j'en avais beaucoup plus besoin de lui. Donc c'est d'abord lui qui me tient par la main et je commence, n'est-ce pas, à copier un peu sa manière de faire pour pouvoir me retrouver. Avec le temps, avec l'évolution des choses, j'ai commencé à voir des humoristes en France, un peu partout dans le monde. Alors j'ai dit qu'il fallait que je définisse maintenant ma propre esthétique. Oui. Justement, vous auriez pu faire d'autres études. Qu'est-ce qui vous a motivé à... Vous savez, parfois, j'ai toujours dit, les grandes vocations ne s'expliquent pas. Elles ne s'expliquent pas. Quelqu'un vous dira c'est X, c'est Y, c'est quand j'ai commencé par la chorale, c'est quand j'étais au lycée. Je dis, les grandes vocations ne s'expliquent pas. Parce que moi, après mon baccalauréat, je commence par les études de droit. Oui. Alors, étant un fardeau pour ma famille qui n'avait pas de grands moyens, on m'envoie faire un concours de la gendarmerie ici en 2003. Et quand moi j'ai bien fait le concours de la gendarmerie, je rencontre un de mes amis qui lui est gendarme aujourd'hui, il faisait sociologie à l'université. Il me dit, mais ta passion du lycée est ici à l'université de Yaoundé 1, le théâtre. Il me dit oui, voilà comment j'abandonne la gendarmerie pour aller me renseigner. J'ai attendu l'année scolaire puis je suis venu m'inscrire. C'est comme ça que j'ai commencé. Aussi simple que cela. Oui, aussi simple que cela. Moi je suis passionné déjà des lettres parce qu'après en dehors du théâtre, j'ai étudié de la littérature négro-africaine aujourd'hui. Donc j'ai une licence en études théâtrales, j'ai un master en études théâtrales, je suis en train de faire ma thèse de doctorat en études théâtrales. Oui. Justement, vous êtes lauréat de plusieurs concours. Oui. Et je vais retenir... À l'extérieur, beaucoup plus. Oui, à l'extérieur. Parce que je ne suis pas lauréat chez moi. Justement, vous êtes plus connu à l'extérieur que dans votre propre pays. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Voilà. Peut-être grâce à des émissions comme les vôtres ou la vôtre, on pourra, parce que quand mon petit frère Merlin m'a invité, j'ai lu le concept, j'ai vu, je me suis dit, bon, peut-être grâce à de telles émissions, on pourra. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de managers chez nous. Il n'y a que des mangeurs. Donc, on n'a pas une politique de fabrication de nos stars. On essaie de voir ceux qui sortent la tête de l'eau pour essayer de les récupérer. C'est le système de récupération qu'on a. Alors qu'ailleurs, on fabrique les stars, on les fabrique, on vous suit. Donc je me dis, c'est peut-être par rapport à ça. J'ai été très déçu par la plupart, n'est-ce pas, J'étais déçu par la plupart de nos entrepreneurs culturels que j'ai rencontrés dans les médias. J'ai été déçu par la politique de certains de nos médias au point où, à un moment donné, quand je sors pour la première fois à Libreville, c'était en 2007, je dis, comme c'est l'international qui me tient les mains, pourquoi ne pas essayer? Voilà comment j'ai commencé beaucoup plus à jouer hors du pays. Oui.
Justement, vous êtes défini comme une personne qui voudrait intellectualiser l'humour. Qu'est-ce que vous entendez par... Cette interview a été bien lue, hein. En fait, qu'est-ce que j'entends par intellectualiser? Déjà, je dis toujours aux gens, c'est vrai, j'utilise parfois des mots pour m'amuser parce que j'aime la langue française. Oui. Mais du vocable intellectualiser ou bien du verbe intellectualiser dessus, je retiens l'idée de faire de l'humour, n'est-ce pas, quelque chose de scientifique. Je vais m'expliquer. Oui. Quand vous regardez par exemple le vaste paysage humoristique africain, vous allez trouver de très bons humoristes. Mais si vous allez fouiller très profondément, vous allez vous rendre compte que l'humour tel qu'il est pratiqué en Afrique n'est pas pratiqué de la même manière en Occident. Je ne demande pas aux Africains de faire l'humour comme les Occidentaux. Mais quand vous regardez par exemple les Africains, on consomme énormément les productions humoristiques françaises, belges, canadiennes. Anthony Kavanagh, Jamel, Gad Elmaleh, ici en Afrique. Mais le contraire n'est pas observable. Tout à fait. Alors moi, je me suis dit qu'il faudrait que notre humour, à partir de nos schèmes, à partir de nos thématiques, des thématiques universelles, à partir de notre esthétique, que nous puissions, n'est-ce pas, faire un humour qui puisse être aussi apprécié de ce côté. Oui. Vous allez voir dans le festival de Djamel au Marrakech aujourd'hui, il a créé une petite scène qu'on appelle le Marrakech, la scène africaine du Marrakech du rire. Beaucoup, ils sautent à pieds joints comme sur une mine en étant fiers. Mais je dis non, c'est une injure pour nous. Parce que c'est dire que nous ne pouvons pas universellement jouer sur les mêmes plateformes que les autres. Oui. Et je dis non. Voyons dans quelle mesure nous aussi nous pouvons faire. Alors maintenant, quand vous regardez l'humour africain, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, les humoristes, dans le domaine humoristique, fonctionnent de manière sur la base de ce que j'appelle les histoires racontées. C'est-à-dire, on vous raconte l'histoire, peut-être le chien qui a fait, c'est à la fin que vous comprenez la vanne. On ne sait pas qu'on peut prendre ce micro et faire de ce micro un texte qui pourrait faire rire les gens. C'est pas la logique africaine. C'est pour ces raisons que vous comprendrez que 2, 4, 5, 6 ou bien 10 humoristes joueront la même blague. Au point où vous ne saurez pas parfois qui est l'auteur du même sketch. Vous allez dire, mais j'ai suivi Adama Daïko, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai suivi Gourou, je sais, j'ai suivi tel, je suis au Cameroun, j'ai suivi tel, je suis au Gabon. Finalement, vous ne savez pas à qui appartient la paternité même de cette œuvre-là. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans un humour de création, un humour où j'écris mes textes, j'écris mes thématiques. C'est vrai, de mon humour, il y a 3 types de personnes pour suivre. Un pour comprendre, un pour dire, un pour ne voir que du feu. De toutes les manières, on fait comme ça, on n'y peut rien. Il y en a qui comprennent. Mais petit à petit, je me rends compte qu'il y a des gens qui comprennent, qui essaient de se lancer dans cette logique-là. Oui. Justement, vous êtes connu ailleurs. Mais j'imagine aussi qu'il y a des jeunes qui veulent vous ressembler dans la profession. Ils sont très nombreux. C'est parce que je n'ai pas encore les moyens même de créer un grand centre comme vous avez déjà le vôtre ici. Parce que je les demande de se bousculer, que ce soit sur Internet, je veux faire comme vous. Surtout pour le concours RFI de la 3e édition qu'on a lancé, parce que je suis le lauréat de la première édition du prix découverte RFI Afrique, Caraïbes et l'île de l'océan Indien. Le prix m'a été remis à Abidjan. Et depuis là, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, je reçois, n'est-ce pas, les demandes de jeunes humoristes qui me demandent des conseils. Comment est-ce que tu fais? Parce qu'ils entrent parfois sur YouTube, ils voient mon répertoire, ils essaient de me dire comment est-ce qu'on fait pour écrire. Bon, à mon niveau, je les aide. Ici au Cameroun, c'est la même chose que j'essaie de faire. Je travaille avec des petits jeunes en attendant que j'ai les gros moyens qui tardent toujours à venir pour ouvrir, n'est-ce pas, le centre d'art dramatique que je veux créer. D'accord. Justement, je voulais embrayer sur vos projets à vous. Est-ce que vous en avez à moyen ou à long terme? Tous les projets que moi je conçois sont des projets à long terme. Parce que j'ai constaté qu'à moyen terme, ça peut être jusqu'à 60 ans, mais je veux vivre jusqu'à 110 ans. Donc je préfère avoir des projets à long terme. Parce que j'ai constaté que les projets à long terme sont les meilleurs des projets. Il faut suffisamment mûrir un projet. Il faut voir avec qui on peut travailler dans un projet. Parce que vous savez, la formation, c'est tout un processus. Je ne veux pas faire un projet champion aujourd'hui. Le matin, il est fort et le soir, il meurt. Non. Donc, j'ai un ensemble de projets sur lesquels je suis en train de travailler déjà avec des amis qui essaient de m'accompagner et autres. Bon, mais malheureusement, j'ai des amis qui ne sont pas encore suffisamment placés pour que nous ayons le volet financier. Mais malgré cela, on sait que du frottement de plusieurs cerveaux, comme disait Descartes, jaillit de la lumière. Donc, on estime que des partenaires vont s'en suivre. D'ailleurs, vous êtes l'un de nos partenaires. Absolument, absolument. Eh bien, qu'est-ce que vous avez de particulier dans votre humour? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? En fait, je l'ai dit un jour à un journaliste d'une chaîne française. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, c'est me faire juger parti. Parce que pour commencer, déjà, moi, ce sont mes collègues humoristes au Cameroun qui m'appellent l'intellectuel du rire, déjà pour commencer. Je ne sais pas pourquoi, parce que je leur ai dit, toute œuvre de l'esprit est intellectuelle, parce qu'elle va d'abord de la pensée. Tout à fait. Bien, mais je sais une chose, c'est que si on essaye de transposer nos textes de la scène vers les textes. C'est-à-dire si on part du spectacle vers le texte, il y a une différence, n'est-ce pas, entre ce que je fais et ce que beaucoup font. Parce que j'écris souvent
que ce soit au niveau de la sémantique, que je joue avec les mots, Oui. que ce soit au niveau de la rhétorique, que ce soit au niveau de la stylistique, j'utilise les figures de style, Oui. que j'utilise des parodies. Je prends par exemple le répertoire de La Fontaine, par exemple, moi je l'exploite. Vous voyez par exemple les fables de La Fontaine. Oui. Vous connaissez la fable Le Corbeau et le Renard. Oui. Où, n'est-ce pas, tout le monde, après avoir lu la fable, sait que le corbeau est plus bête que le renard, parce qu'il s'est fait voler. Et moi, j'ai dit non. Les corbeaux se sont fâchés 100 ans après, ils sont allés à l'Académie française, ils ont demandé qu'on réécrive la fable dans l'autre sens, où cette fois-ci, c'est eux qui seraient les vainqueurs. Oui. Et justement, on a réécrit la fable. Absolument. Voilà, vous voulez que je vous la fasse? Allez-y. Le petit du corbeau sur un arbre, parce que ça c'était les petits-fils, le petit du corbeau et le petit du renard. Oui. Le petit du corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Le petit du renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Eh petit corbeau, mais que tu es joli, que tu es beau. Sans mentir, si ton plumage se rapporte à ton ramage, tu es le phénix de ces bois. À ces mots, le petit du corbeau sent une arnaque en vue. Il dépose soigneusement son fromage dans un coffret et lui crie: imbécile, idiot, tu crois que si ton père m'a escroqué, il faudrait que tu continues aussi à le faire, connard. Donc, j'essaie de travailler, n'est-ce pas, avec les parodies, je fais des recherches, que ce soit par exemple, même la Bible, j'utilise la Bible. Oui. Parfois, vous dites au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moi, j'ai dit au commencement était l'amour et l'amour était sans préservatif et l'amour était bon. Donc, j'essaie d'utiliser tout ce qui est autour de moi, mais de manière universelle afin que le français, le camerounais qui se trouve au Canada, au Tchad, un peu partout, qu'il puisse comprendre où je vais. Je travaille sur les thématiques universelles. Je ne vais pas beaucoup plus parler, n'est-ce pas, de mes réalités ici. Oui. Si j'ai vu, par exemple, on a cassé le marché de Mvokbe, je ne vais pas parler de Mvokbe parce que tout le monde ne connaît pas Mvokbe. En fait, je joue sur l'horizon d'attente. J'essaie d'élargir. Et je joue beaucoup plus avec les mots de la langue française. J'évite de mettre beaucoup plus les néologismes Oui. dans ma manière d'écrire parce que je cherche un auditoire, n'est-ce pas, beaucoup plus large. Élargi, oui. D'accord. Justement, vous êtes professeur d'art dramatique. Oui, je suis professeur assistant dans une université de la place d'art dramatique. Je donne même des cours dans des collèges et quelques écoles primaires qui sollicitent mes services artistiques. Justement. J'attends un vrai recrutement. Le jour, on va me recruter définitivement à l'université. Ça viendra. Ça viendra. Oui. Et justement, comment parvenez-vous à concilier vos deux professions? C'est même très facile en fait. Oui. C'est très facile parce qu'en fait, ce que j'enseigne, c'est ce que je fais sur le terrain. Absolument. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments, j'arrive même en classe, je n'ai pas conçu le cours, mais je le fais. Parce qu'en fait, déjà, j'ai le canevas. Je sais déjà ce qu'il faut parce que d'un côté, je fais des ateliers de formation pour des jeunes comédiens. Et maintenant, scientifiquement, il y a des cours qu'on a dans le domaine académique. Donc, ce qui fait que quand j'essaie donc de concilier formation professionnelle, je veux dire formation dans les ateliers et recherche académique. Pour trouver le juste milieu, avec l'expérience que j'ai, je le fais très aisément. Parce que parfois, il arrive que je n'ai pas le temps de concevoir un cours. J'ai dit que bon, aujourd'hui, vous allez plutôt faire un cours pratique. Seul, je suis le maître de ma classe et je sais comment je la tiens. Absolument. C'est hyper facile. Bon, c'est vrai que parfois, on peut avoir un emploi de temps parce qu'on voyage de temps en temps. Mais je me rappelle que lundi dernier, j'ai eu mon premier cours dans un collège où j'ai déjà donné mon devoir. Oui. Parce que ça fait que même si je ne suis pas là à la fin du mois, ils seront notés. Et tenez-vous tranquille, ils ont fait le cours. D'accord. Justement, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment expliquez-vous que vous soyez si populaire à l'extérieur et que vous le soyez un peu moins dans votre propre pays? Pour vous dire vrai, moi-même, je me pose souvent cette question. Au point où je me dis, est-ce qu'il faille même que je continue encore à faire de l'humour? Parce que, surtout avec les titres, les médailles que j'ai ramenées de l'extérieur et les grands rendez-vous culturels auxquels j'ai pris part. Par exemple, là, le 28 de ce mois matin en Guinée-Conakry, j'attends les dernières négociations au Festival international du rire de Conakry, en Afrique. Et je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas. Mais je me dis, à chaque chose, son temps. Et peut-être je ne suis pas encore tombé sur le bon manager. Parce que vous savez, chez nous, je vois les artistes en même temps faire leur management parce qu'il n'y a pas de manager. C'est déjà un obstacle aujourd'hui pour nous, pour la promotion même culturelle. C'est un très grand obstacle. Ce qui fait que je me dis que c'est parce que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui comprend ce que je veux. Un jour peut-être j'aurai cette chance, qui sait. Parce que je vais vous dire, quand j'ai eu... il y a des distinctions humoristiques que je ne vais pas citer ici dans notre pays. Mais quand je suis rentré avec mon prix RFI à l'aéroport, on est venu m'accueillir à l'aéroport, il y avait beaucoup de chaînes de télévision qui étaient là. Tout le monde savait que je serais parmi ceux qui auraient cette distinction. Malheureusement, on ne m'a pas classé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es rentré avec ton prix, c'est RFI, reste avec RFI avec ton prix, sinon on a l'humour au Cameroun. Vous voyez un peu. Donc ça n'encourage pas aussi les acteurs que nous sommes d'aller vers ce type de personnes. On se dit, bon, comme vous voulez, n'est-ce pas, rester sur vos clans chez vous, nous aussi nous allons vous montrer que avec vous, sans vous, on peut continuer à fonctionner ailleurs. Mais je sais qu'il y a un temps pour chaque chose, parce que ce qui est bien, c'est que partout où nous passons, notre travail est réclamé le lendemain. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne perds pas le mien, je le fais. Ah oui, absolument. Vous le faites même d'ailleurs très bien.
Je suis très sûr, je sais où je vais, donc j'attends. Je ne peux pas compter depuis combien d'années j'ai fait l'humour, j'ai commencé à faire l'humour. Si j'étais un esprit à me décourager, je me serais déjà découragé, mais j'ai dit non. Non, si j'ai déjà remporté de très grandes distinctions hors du pays, si j'ai pris part au meilleur, au plus grand festival, quand je me rappelle déjà en 2014, quand le marché des arts Abidjan reprend après 9 ans d'hibernation, le Maza reprend, je suis l'humoriste en Afrique francophone qui est retenu pour aller jouer au Massa. Moi, je suis surpris. Je dis en Afrique francophone. Bon, mais dans mon propre pays, me voici. On attend peut-être, c'est la politique, on ne sait pas. Oui, ça vient. Ça vient peut-être après cette émission, on va m'appeler pour me dire que tu as déjà des fils. En tout cas, nous, on vous le souhaite. Merci beaucoup, merci. Oui. Eh bien, notre émission est quasiment terminée. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce que moi, j'imagine que même si nous le disions tout à l'heure, vous êtes moins connu au Cameroun, mais je pense aussi qu'il y en a qui vous connaissent aussi. Hein? Non, il y en a qui me connaissent beaucoup. Voilà. Ce que moi je dis toujours, je m'adresse aux jeunes parce que même mes ambitions professionnelles, peut-être dans le sens de la création de mes écoles dramatiques, c'est pour créer des centres qui me permettront, n'est-ce pas, aux jeunes artistes d'être connus. Ouais. Parce que la politique culturelle dans notre pays n'est pas bonne. C'est-à-dire, vous pouvez être très bon et rester dans l'ombre si on ne vous tient pas par la main. Or, il faudrait qu'on redéfinisse même ce que c'est que notre politique culturelle pour qu'on puisse permettre à ceux-là qui ne peuvent pas crier de pouvoir être connus et vus par tout le monde. Donc, moi, je m'adresse toujours aux jeunes en leur disant, travaillez, ne vous découragez pas, tenez bon, ne cédez, n'est-ce pas, à aucun caprice du côté négatif, vous comprenez ce que je vous dis? Soyez patient parce que le succès, c'est comme un chien dressé qui ne pourra que vous suivre, obéir. C'est tout ce que je demande aux jeunes de travailler, de ne pas se fatiguer. Moi-même, je ne cesse pas de travailler parce que tout acteur, tout comédien, tout artiste est en danger quand il cesse de travailler. Ah ouais. Et pour ne pas être en danger, continuez à travailler, même si vous grangez les médailles. Moi, j'ai déjà fait le tour de l'Afrique. Mais je ne cesse pas de travailler, je continue à travailler parce que je sais que le meilleur est à venir. Tout à fait. Et puis, on a l'habitude de terminer ici par un show. C'est vrai que vous vous êtes essayé tout à l'heure, mais... Par un show? Oui. Un show? Oui. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, l'humour n'est pas la cappella. Parce que, contrairement à la musique, on peut chanter. Quand on vous demande de faire l'humour seul, parce que l'humour est participatif. Donc, il faut que ce soit un show. Nous tous, nous allons le faire. Vous comprenez, c'est pas moi seul qui va le faire, c'est participatif. Tout à fait. Donc, quand je vous pose une question, vous répondez. Vous savez, j'ai fait 44 ans de consommation alcoolique sans une quelconque demande d'explication. À la 45e année, ma mère me dit, mon fils, marie-toi, tu es vieux. Et depuis le jour où je me suis marié, j'ai signé mon arrêt de mort. C'est vrai ce qu'on dit, quand l'homme est célibataire, il pense à son avenir. Dès qu'il se marie, il pense à son devenir. Je ne respire plus à cause de ma femme. Tous les jours, chérie, il faut boire l'eau. Tu sais, l'alcool, tu as petit feu. Est-ce que je suis pressé de mourir? Ma femme me dit, chérie, tu sais, quand tu bois l'alcool, on ne peut pas faire les économies. Quand son papa me taxait chèrement la dot, il ne savait pas que je devrais économiser après. Elle va jusqu'à me dire, chérie, même la Bible interdit l'alcool, c'est pas possible. Quand Jésus-Christ transformait les 6 outres d'eau noces de Cana, c'était en Coca-Cola ou en jus de goyave. On me demande de boire de l'eau. Avez-vous déjà appris un jour que l'alcool a donné à quelqu'un la typhoïde, la bilharziose, le choléra? D'où proviennent ces maladies? Ma femme m'a trouvé dans l'alcool. Si elle veut, elle partira et me laissera dans l'alcool. Et dans le domaine de l'alcool, je vais vous faire les 10 commandements que moi je respecte. Vous allez compter, je vais vous les donner. Allez-y. Je suis le vin ton Dieu et n'ai point d'autre boisson sur ta table. 2. Tu ne verseras pas de pension alimentaire à ton épouse et tu t'en ficheras éperdument de la scolarisation de tes enfants. 3. Tu boiras, urineras correctement dans tes vêtements et tu passeras la plupart de tes nuits dans les rigoles. 4. Tu bastonneras sérieusement ta femme et tes enfants au cas où ils essaieront de t'empêcher de me louer. 5. Tu vomiras partout où besoin sera dans la maison puisque ce n'est pas toi qui devras faire le nettoyage. 6. Tu ne convoiteras pas d'autres boissons, eau minérale, jus de fruits naturels, car moi, le vin ton Dieu, je suis un liquide jaloux. 7. Tu continueras à me boire, même si je te détruis foie pour mon estomac pour te soulager, tu prendras de temps en temps un peu de cigarette. 8. Tu ne feras pas de faux témoignages vis-à-vis des ulcères d'estomac, des arrêts cardiaques et des cirrhoses de foie que je vais t'infliger. 9. Tu diviseras ton salaire en 4 et tu me consacreras les 3 quarts pour l'avancement de mon royaume. 10. Tu seras l'objet de mépris, de moquerie et de raillerie dans tout ton voisinage, mais tu devras rester fort et indifférent. Merci. Amen. Merci à vous, Basek. Vous voyez, j'ai du mal à terminer l'émission. Merci. Ah, c'était les 10 commandements de l'alcool. Hein. Ah oui. On espère vraiment que vous reviendrez et que ce ne sera pas la dernière fois. Je suis ouvert. D'accord. Je suis ouvert. Je ne suis pas un artiste compliqué, je suis juste sensible.
Et nous, on aime d'ailleurs les artistes ouverts. Je suis juste sensible, je ne suis pas compliqué. D'accord. Merci, c'est un plaisir pour moi. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé une fois de plus cette émission. En espérant vous retrouver plus nombreux la prochaine fois, nous vous disons ciao, ciao.